Mamadou Mansour Seck a été un collaborateur de Senghor pendant des années. Et il a voyagé avec lui, il l'a conduit dans l'avion. Et Mamadou Mansour Seck est un lébou que Senghor a dit « Tu n'es pas lébou, tu es serrère ». Je vois aussi dans la salle une autre lébou de Bargny comme le général, mais qui n'est pas lébou, Ngoné, qui est aussi Ngoné Diouf, Ndoye, serrère du Sine. Et après, on va donner la parole maintenant à monsieur le ministre. Mais avant lui, M. Bozier prend la parole pour vous dire quelque chose. M. Bozier, arrivé au Sénégal, il avait une vingtaine d'années. Et c'est Senghor qui a demandé à son ami, c'était Destin, Giscard, non? Georges Pompidou, jeune cadre sorti des écoles françaises, administrateur civil, qui faisait un bon travail dans la diplomatie, dans la coopération, dans la culture. Et Senghor était charmé de rencontrer un jeune garçon comme ça. Et il dit à son ami Pompidou, je veux vous le prendre. Et Bozier n'était pas d'accord de quitter France à l'époque. Hein. Mais Senghor a insisté, il l'a ramené ici, il devait avoir une vingtaine d'années. Il était venu pour rencontrer Senghor pour 3 jours, il est resté 40 ans au Sénégal. Donc il va dire aussi des choses et après le ministre va ouvrir officiellement cette séance. Et après, on va libérer le ministre parce qu'il a aussi d'autres obligations politiques et professionnelles. Et à partir de ce moment, le professeur Sen Ousmane, directeur du WARC, ancien chef de département anglais à la faculté de lettres, et qui est aussi du royaume d'enfance. Ousmane est de Sokone, mais aussi adopté par Djilor, comme tant d'autres. Il va diriger donc les travaux du colloque de la conférence tout à l'heure, quand on va libérer le ministre. Entre-temps, la famille de Yandé Kodou pourra, elle vient d'arriver, Pape et Aïda, mais aussi les femmes de Djilor par moment pourront faire passer une belle musique comme Senghor aimait l'entendre. Voilà. Adrienne Yandé, vous avez la parole. Merci, Mignane. Mesdames et messieurs, les représentants ici, tout protocole observé, au nom de l'association des descendants de Diogoye Basile Senghor, dont le président Senghor est l'un des éminents fils, je voudrais vous remercier de votre présence. Je voudrais remercier surtout les organisateurs, l'association du développement de Djilor Djidjak, qui cette année a pris une grande initiative pour commémorer cet événement. Je suis très heureuse cette fois-ci qu'on ne se soit pas limité par la traditionnelle présence au cimetière. Aux familles et aux représentants de la famille et aux villageois et aux personnalités qui sont également à Joal et à Djilor de pouvoir vivre avec vous cet événement très important. Et je pense que c'est une bonne initiative qui a mobilisé beaucoup de personnes, beaucoup de moyens, beaucoup d'intellectuels. Et au nom de la famille, je vous remercie et j'espère que ce n'est pas seulement la première initiative et qu'il y en aura bien d'autres. Et je souhaite plein succès à ces travaux et à cette caravane qui va nous mener dans le royaume du Sine, qui nous est si cher. Je vous remercie. Merci beaucoup Adrienne, merci encore une fois. Alors on va donc vite passer la parole aussi, comme on a dit, au général Mamadou Mansour Seck, à qui je demande qu'on lui passe le micro. Général, vous avez la parole. Merci Aïda. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Aïda. Général, vous avez la parole. Bonjour. Tout le monde m'entend là? Oui.
dis bonjour à tout le monde. Mon ami le Sérère Mignan Diouf m'a invité à venir me joindre aux intellectuels que d'habitude, nous les militaires, on considère qu'on n'a que des muscles, qu'on n'a rien dans la tête. C'est peut-être pour ça que l'on aime bien Senghor pour nous donner des leçons. Il m'a demandé de faire des témoignages sur Senghor, puisque à notre âge, nous sommes un peu historiens. Évidemment, je n'ai pas la prétention d'être aussi proche que quelqu'un comme M. Moustapha Niasse ou M. Bozio qui est à ma droite. Parce que moi j'étais juste un militaire. Mais ma fiche, je l'ai appelée Senghor le visionnaire, l'intellectuel, le père de la nation. Et je vous dirai où j'ai été un peu partenaire. Il m'a nommé, donc c'est lui qui a envoyé en 1957-58, on n'était pas indépendant, 2 officiers supérieurs, le colonel Amadou Fall, qui est devenu chef d'état-major après, et le commandant Madembassi, pour venir nous trouver ici à l'université, pour dire que nous allons à l'indépendance et il nous faut non seulement le drapeau, mais une armée et une armée républicaine. On ne veut pas une armée où le sergent devient colonel du jour au lendemain. On ne veut pas une armée de coup d'État, mais une armée de soldats républicains. C'est ainsi que nous sommes allés, nous étions 2, feu le capitaine Dioum et moi-même, aux grandes écoles à l'Académie de Strasbourg pour préparer Saint-Cyr. C'est lorsque nous sommes devenus indépendants, alors que nous étions Saint-Cyriens français, que nous avons demandé à avoir la nationalité sénégalaise exclusivement. Mais moi, dans ma demande, j'avais dit que je voulais être pilote. On m'a dit non, non, ça c'est trop sophistiqué. Il faut attendre plus tard. Et en 2e année, on m'a dit, est-ce que vous êtes toujours fanat pour être pilote? J'ai dit bien sûr. Et donc, j'ai fini Saint-Cyr et j'ai continué à l'école de l'air à Salon pour être pilote. Alors, en devenant pilote, évidemment, en ce moment, dans les armées techniques, il y avait beaucoup d'assistants techniques. Mais j'ai été second pilote pendant un certain temps. Et en 1966, le président m'a nommé le chef de corps du premier groupement aérien sénégalais. Et c'est en 1972 qu'il m'a nommé commandant de l'armée de l'air, c'est-à-dire l'équivalent de chef d'état-major de l'armée de l'air. En 1974, donc, j'ai fait l'école supérieure de guerre aérienne à Paris. Alors, pendant cette période, qui c'est qui pilotait le président de la République? Au départ, c'était forcément des Français. Mais à partir de 1970, j'ai dit au président, mais il faut sénégaliser votre équipage. C'est une question de fierté nationale. Il me dit, j'y réfléchis. La prochaine fois qu'il est venu, je lui répète la même chose. Il me dit, est-ce que vous savez que nous, les Africains, nous n'avons pas le souci du détail? Je vais vous donner un exemple. J'ai été en Tunisie en visite officielle pour voir Bourguiba. Et au moment où nous étions en train de manger, ceux qui sont censés être des gardes du corps ont mangé en même temps que nous. Ça veut dire qu'ils n'assuraient pas la sécurité. Monsieur le Président, c'est différent pour la raison suivante. Pour voir le critère qui montre qu'une armée de l'air est sûre avec des pilotes compétents, il faut ramener le nombre d'incidents techniques rapporté au nombre d'heures de vol. De ce point de vue, nous sommes au même niveau que les Français. Et on me dit, ah bon, je vais voir.
C'est donc en 1976 que j'ai proposé le capitaine qu'on appelle Nicolas Gueye pour être copilote dans un premier temps, avec comme objectif que le commandant de bord soit quand même le plus rapidement possible un Sénégalais. Mais je me suis rendu compte que la décision du président Senghor était freinée un peu par une personnalité particulière, c'est-à-dire son épouse, qui surveillait la sécurité du président comme la première de ses yeux. Et le colonel Gomis de la gendarmerie, qui était à la présidence de la République, m'appelait souvent lorsqu'on prévoit un voyage du président de la République pour me dire qui c'est l'équipage. Même en ce qui concerne le steward, qui sont censés donner à manger au président de la République. Là aussi, à mon avis, j'ai trouvé qu'il y a eu un retard, mais j'ai découvert les raisons pour lesquelles. Un autre souvenir, c'est dans la sénégalisation de l'équipage. Il y a un événement qui est important. Vous savez qu'on a commencé par avoir une caravelle. Mais lorsque nous avons eu en 1980 un Boeing 727, les deux pilotes, c'est-à-dire l'officier que j'avais envoyé à la présidence et le français, sont allés chez Boeing, Seattle, aux États-Unis. Et j'ai eu l'heureuse chance de voir que dans la notation des deux pilotes, le Sénégalais était meilleur que le Français. C'était évidemment un argument de plus pour moi, pour arriver à ce que l'ensemble de l'équipage soit sénégalais. On y est arrivé quand même. Alors, un autre aspect de Senghor, pour nous de l'armée de l'air, c'est le meilleur passager qu'on a eu. Pour quelle raison? Lorsqu'on dit qu'on va décoller à 8 h du matin, Monsieur le Président, si vous pouvez venir à 7h30, les ministres à 7 h, vous pouvez avoir jusqu'à 20 kg de bagages et les autres passagers jusqu'à 30 kg lui et les autres passagers 20 kg. Le président Senghor vient non pas à 7h30, mais à 7h25. En ce qui concerne ses bagages, on lui a dit 30 kg, il vient avec 20 kg. Mais le plus important, c'est le fait que toutes les personnalités, tous ceux qui venaient l'accompagner viennent à l'heure 7 h. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et les gens, donc, venaient à 7 h, on pouvait décoller sans aucun problème. Et ça prouve que, d'abord, la discipline et l'organisation de Senghor. Il y a un jour, le président Senghor a voulu aller au Japon. Et le pilote appelle la tour de contrôle 1 heure avant pour lui dire que nous allons arriver à l'heure qui était prescrite avant. Ça a fait un tremblement de terre parce qu'en ce moment-là, les avions n'avaient pas beaucoup d'autonomie. Donc, pour aller au Japon, à partir d'ici, il fallait 2 ou 3 étapes, ce qui fait des retards. Mais Senghor a tenu à arriver à l'heure pile. Donc, quand le pilote appelle la tour de contrôle pour dire qu'on arrive à l'heure, je vous dis, c'était un tremblement de terre parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Et les Africains ne respectent jamais l'heure. Mais lorsque le pilote a rendu compte au président Senghor que quand même, il ne s'y attendait pas, il lui dit respecter l'heure. Ça, c'est du Senghor. J'ai aussi admiré, en tant que Sénégalais, ce monsieur catholique qui a fondé ce pays, qui a 95% de musulmans. Nous qui avons parcouru le monde, on a très peu vu ce genre d'exemple. C'était plutôt, la différence était plutôt une cause de conflit, plutôt que d'entente. Senghor a créé la négritude en même temps que Césaire et Damas. Quand nous étions étudiants dans les années 50,
et qu'on vivait on allait en France, nous sentions souvent qu'on n'est pas à notre place, surtout comme intellectuels, parce que la plupart des Africains qui étaient sur place, c'était des balayeurs, et on voyait dans les murs, sur les murs, la publicité « Yabon Banania ». Le fait que la négritude a été entendue prouvait que nous sommes comme tous les autres dans notre race, que nous avons le même cerveau, que nous avons une culture et une histoire. Quand vous dites qu'il y a un pont qui a été créé entre Césaire et Senghor sur l'Atlantique, c'est bien normal puisque Césaire de la négritude est antillais de l'autre côté de l'Atlantique et Senghor africain de ce côté-ci. Alors, une anecdote, un jour, le président avait quitté le pouvoir et on prenait l'avion pour aller en France. Nous étions dans le même avion et à midi, il m'invite pour partager le repas et surtout les échanges, surtout intellectuels. Mais quand on a fini et que je me lève, il me dit, mais général, quelle est votre ethnie? Vous êtes de quel coin du Sénégal? Il dit, je suis Lébou, de père et de mère. Il me dit, vous voulez dire que vous êtes Sérère? Évidemment, je n'ai rien dit, mais j'avais envie de dire que vous, Sérère, vous êtes aussi Lébou. Mais je ne lui ai pas dit. Une autre anecdote, c'est un jour où j'ai eu une audience avec le président, et en sortant, je vois sur le mur une photo de Senghor en boubou blanc. Ce qu'on n'a jamais vu. Et Senghor, c'est la cravate tout le temps. J'ai dit, je ne comprends pas. J'ai voulu faire demi-tour pour aller lui demander des explications, mais c'était trop tard. J'ai aussi apprécié la réaction de Senghor pour la catastrophe, ce qui s'est passé, le massacre du 1er décembre 1944 à Thiaroye. Senghor qui a été prisonnier des Allemands, Senghor qui a été académicien français, s'est révolté pour avoir la France suivante. Est-ce que la France est encore la France? Le pays des droits de l'homme, ce n'est pas possible. Ces gens ont participé à la libération de la France. Au lieu d'être payés en reconnaissance, ils sont tués. Que Senghor dise ça, ça prouve que c'est extrêmement grave. Je finirai par dire qu'on a souvent opposé Senghor et Cheikh Anta Diop. Mais Senghor a inventé la négritude pour démontrer que nous sommes comme tout le monde, le même cerveau. Mais de l'autre côté, Cheikh Anta Diop a inventé et le panafricanisme, mais tous les deux pour la réputation du Sénégal. Et je pense que même les historiens disent qu'à la fin, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas des adversaires, mais qu'ils sont en complémentarité. Voilà donc quelques remarques que je voulais vous soumettre et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Général. Ça, c'est des témoignages très forts. Ouais, c'est vrai, comme vous dites, certains ne savent pas que Senghor a été prisonnier de guerre. Il devait même être fusillé. Il a été sauvé par la baraka de Dieu, mais il a aussi écrit pour dénoncer le massacre de Thiaroye qui a été célébré récemment ici à Dakar par les nouvelles autorités. Il a écrit dans ses poèmes. Alors, pour aller très vite, le professeur Sène, qui a d'autres obligations, on va lui donner la parole, il dira quelques mots. Après, on va continuer avec Adams et M. Bozier avant que le ministre n'ouvre la séance. Parce que le ministre aussi, il doit partir. Mais après, on pourra rester entre nous. Merci Mignane. C'est un facteur de circonstance qui me pousse à être ici. Initialement, je devrais fonctionner avec ceux qui ont des communications à faire. Il se trouve que ce même jour, et je l'avais dit à Mignane, à 14 h,
j'ai un Zoom avec Washington et je ne peux pas supprimer ça. Ils sont en train de se préparer à 14h. Leur image apparaît, mon image apparaît et on discute du work. Donc je n'y peux rien. C'est pour ça que Mignane finalement m'a poussé à m'asseoir ici pour faire un témoignage par rapport à quelqu'un qui était plus âgé que mon père, que je connaissais peut-être pas directement. Encore que la bourse qui m'a permis d'aller étudier à l'école normale supérieure de Saint-Cloud et à la Sorbonne, c'était parmi les bourses d'excellence du président Senghor. Quand vous dites Senghor, vous avez en tête deux bourses. Les bourses du Parti socialiste et les bourses d'excellence du président Senghor. C'était les bourses d'excellence qui vous amenaient, vous faites le CAPES, l'agrégation, etc. Bouba Diop, assis ici, a eu la même bourse. À cette occasion-là, c'est le secrétaire général Ouele qui avait réglé les choses avec moi. Mais plus tard, j'étais dans la même cité dortoir que son petit-neveu, Cheikh Ndong, qui se targuait d'être sculpteur, et il est passé voir un peu les sculptures de Cheikh Ndong. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il était dans une 404 noire très modeste, avec peut-être comment vous l'appelez là, un aide de camp, très modeste. Et Cheikh me montre une lettre qu'il lui a écrite. Parce que Cheikh voulait que son grand-père lui donne encore une bourse. Dans l'écriture célèbre de Senghor que vous arrivez à peine à déchiffrer, il lui dit, je ne suis plus à la présidence et je ne peux avoir une bourse nulle part. Il va falloir que tu te débrouilles. Et ceux qui connaissent sa famille à Kaolack, les Ndong et les autres là, savent que le sang, c'était entre eux. Donc c'est extrêmement important. Mais en fait, le témoignage que je voulais faire porte beaucoup plus sur ses écrits et sur quelqu'un qui a traduit Senghor. Tout ça, c'est de la traduction de Senghor. Et celui qui a traduit est un professeur africain-américain de lettres, très connu, très compétent, qui s'appelle Melvin Dixon, qui a été d'ailleurs Fulbright au département d'anglais ici. Alors Melvin, c'est un excellent traducteur, mais j'ai constaté une sous-traduction. Avant de descendre au-delà du plongeur dans les hautes profondeurs du sommeil, nu de Sine, n'est-ce pas? Alors, Melvin Dixon a eu d'énormes problèmes avec ces mots aussi simples qu'un étudiant au département d'anglais en première année n'aurait jamais eu. Parce que les hautes profondeurs, il a fait une sous-traduction. Il a dit « the great depth ». En d'autres termes, il dit les grandes profondeurs. Senghor n'a pas dit grandes profondeurs, il a dit les hautes profondeurs. Mais qu'est-ce qui a pu troubler Melvin Dixon pour qu'il ne puisse pas dire ce qu'il fallait dire? C'est-à-dire high depth. Les hautes profondeurs, high depth. Copier-coller. C'est aussi simple que ça. Mais Melvin Dixon, l'Américain, le noir américain, était incapable d'entrer dans cette logique de Senghor. Et peut-être vous-même, vous êtes incapable d'entrer dans cette logique. Comment pouvez-vous dire les hautes profondeurs? Ce qui est haut peut-il être profond? C'est ce qu'on appelle l'oxymore. C'est-à-dire que vous essayez de tout faire pour que les contraires, vous puissiez les réconcilier. Et moi, je me suis dit qu'au fond, ce Senghor-là, l'oxymore et la réconciliation des contraires, ça a été la philosophie de sa vie en politique, dans sa vie familiale, et même en lettres. C'est toujours ça. Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Vous avez dit cendre et vous avez dit vie. Comment c'est possible? Quand vous mourrez, mais vous devenez cendre, poussière tu es, poussière te reviendra. Ash to ash, dust to dust. La cendre est la métaphore ou le symbole de la mort. Comment pouvez-vous trouver la vie là-dedans?
C'est des questions qui sont là chez lui et qui montrent qui il est véritablement ou qui il était. Parce que si vous faites baykat nga dem ba le mois de mai nga jël garab yi ak bant yi nekk sa tool dem ko pare def ko ay taa nga taal ko ak sa almet li lay war a sóoli su fekkee taw na plante yi ngay am foofu muy plante mil wala plante arachide ñooy gën a dëgër yépp yeneen plante yi donc li nga xam ne salte la woon def nga ko mu doon engrais organique boobu mooy jox bakkan mooy jox dundu sa plante yi. Ça, tout paysan connaît ça. Les hautes profondeurs. Ah, mais au fond, mais c'est ça, il a raison. Il a observé les réalités plus que nous et mieux que nous. Mané, so demé be ci ten nga xol mu xóot lool da ngay né le puits est profond. Depth, profondeur. Mais nak mon ami de Joal si yàlla defee nga tabbi ci teen bi si vous êtes à l'intérieur c'est profond mais si vous êtes à l'intérieur you look up vous regardez comme ça à partir de ce moment ça devient haut. La hauteur et la profondeur sont exactement la même chose, c'est tout simplement une question de perspective. Vous êtes au fond du puits, c'est haut. Vous êtes à la margelle du puits, c'est profond, c'est exactement la même chose. Gis ngeen dynamique boobu moo animé toute l'écriture de Léopold Sédar Senghor et même sa vie politique, ça a toujours essayé d'essayer de réconcilier. Parce que quelque part, il y a un fond animiste en lui. Le temps de Senghor, en tout cas, homme de lettres, ce n'est pas le temps de Mahomet ou le temps de Jésus-Christ. C'est linéaire. Mais montant aussi des âmes. Mais le temps de Senghor, c'est le temps des saisons, le temps de l'animiste où tout revient. C'est cyclique. Tout ce qu'il écrit sur l'Afrique et Joal et tout ça, vous voyez que bon, dans la mort, il construit la vie, dans la vie, il voit la mort. Non. Je vous remets la parole. Ouais. Je voulais tout simplement évoquer des épisodes où il a été le plus grand panafricaniste. Les Papous, c'est des Noirs. On a voulu les raccrocher à l'Indonésie, qui sont autre chose. Le seul président dans le monde qui s'est levé en disant que les Papous sont des Noirs, on ne peut pas faire ça. C'est Léopold Sédar Senghor. Bon, Mignane, il y avait plein de... Merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur Sédar, mais compte tenu du temps, le ministre doit aller tout à l'heure répondre à une rencontre importante dans la présidence. On va donner la parole à notre ami, juste pour 2 minutes, notre ami Adams, pour dire un mot au nom de la Martinique. Et après, il reviendra aussi tout à l'heure dans les débats. Hein? Vous avez la parole, Adams. Comme ça, on passe à M. Bozier et on libère le ministre. Merci, merci Mignane, Monsieur le ministre, Monsieur le général Gérard, Monsieur le professeur, très chère consoeur Adrienne, voilà. Très chers étudiants, assistance, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Je suis, et je le dis très souvent, que je suis natif de ce pays, particulièrement de la Casamance. Je suis né à Marsassoum. Et c'est ce pays qui m'a préparé à aller vers le monde. Les Mandingues ont une expression pour dire la traversée du monde, la vie du Nialatero. Voilà. Et c'est ce qui m'a amené à Martinique après des études en France. Je ne peux pas témoigner de Léopold Sédar Senghor que je n'ai pas connu visiblement à l'école primaire en Casamance, où une fois il m'aurait touché la tête, il m'aurait embrassé comme tout père ou le faisait pour son fils. C'est tout. Césaire a été des nôtres, mais entièrement. Quand je dis des nôtres, pas de moi, mais de l'Afrique et de Léopold Sédar Senghor. Qu'est-ce que c'est que cette amitié? Cette amitié, on l'a qualifiée de fondamentale, d'initiatrice de tout ce que l'on veut. Mais il portait en lui cette amitié-là, il la vivait. Et dans sa proximité, moi, en tant que
pas simplement en tant que journaliste, mais en tant que personne qui a été adoptée par lui depuis 1991, je peux témoigner de quelque chose. J'ai été à un moment donné celui qui lui faisait la lecture parce que le grand âge, on lisait beaucoup de choses. Il me demandait si je pouvais lire de la poésie, par exemple. Césaire, il aimait ça. Et Césaire, donc au décès de Senghor, j'étais en poste à Cayenne et voilà, l'assistante m'appelle pour me dire, le vieux est très agité en ce moment, on l'appelait comme ça, un papy est très agité, est-ce que tu penses venir en Martinique ces jours-ci? J'ai dit, je viens dans 2 jours, donc je vais, je le rencontre, je le revois. Il était très ému de me voir. On a parlé de tout, ma famille. Et puis il me dit à un moment donné, tu sais que Léopold est mort? Oui, Léopold, je sais bien. Alors il me regarde, il me fixe les yeux dans les yeux. Il me dit, c'est mon deuil. Parce que quand Léopold est décédé, tous les médias lui ont demandé de réagir, TV5, RFI, il n'a pas accepté. Et il a fallu l'appel d'Abdou Diouf à la francophonie, qu'il considère d'ailleurs comme l'un de ses, comme son fils, hein, Abdou Diouf. Il disait d'ailleurs Abdou Diouf l'appelle, lui dit, mais quand même, l'aimer, tu ne peux pas ne pas. Alors il a réagi. C'est de là maintenant que beaucoup de choses ont été déclenchées. On a demandé à Colette de lui envoyer une photo de Léopold, parce que c'est sa demande à lui. Alors on lui a envoyé une photo de Léopold de 1993, parce que les deux se sont vus la dernière fois en mars 1993 à Orson. Il y a un film là-dessus que je n'ai pas pu amener malheureusement. C'est ce témoignage-là que je veux vous apporter simplement sur une amitié inédite, sur une relation très particulière, sur une inspiration réciproque. Césaire dit, on s'est fâché des fois, mais on s'est toujours retrouvés. Césaire, Léopold, c'est mon frère. C'est ça que je voulais vous apporter. Merci beaucoup. Merci encore, Adams. Et d'ailleurs, on a prévu tout à l'heure que deux artistes de Sorano mettent en scène ce dialogue Senghor-Césaire. Mais d'une façon très rapide, Monsieur le ministre, je sais que vous êtes très occupé, mais permettez-nous encore 2 petites choses. Le dialogue Senghor-Césaire va être lu. Ensuite, M. Bozier va dire un mot. Ça nous prendra maximum 10 minutes et on vous libère. Vous pouvez nous donner ça? Vous êtes un homme formidable. Merci. Césaire et Senghor ont été un moteur essentiel dans mon engagement pour la création du théâtre noir. Ces 2 hommes, 2 frères, 2 amis proches, 2 frères pour l'éternité, l'un antillais, l'autre africain, ont uni leurs voix avec celle de Léon Gontran Damas pour donner naissance au formidable mouvement de la négritude. La lettre qu'Aimé Césaire adressa à Léopold Sédar Senghor à l'occasion de ses 90 ans est un témoignage poignant de leur profonde amitié et de la complicité intellectuelle et humaine qui les unissait. Léopold, en ces heures de célébration que te dédie la communauté des hommes et des nations, je ne souhaite que te dire une fois encore l'immense fraternité de l'âme qui nous unit depuis bien plus d'un demi-siècle. T'en souviens-tu, Léopold, de ces fiévreuses années où dans le monde de l'avant-guerre, à l'âge où l'on se forme et l'on peut rêver sa vie, nos cœurs et nos esprits cherchaient à démêler les fils de l'histoire universelle, où la page africaine restait vide et où l'on déniait à l'homme noir le droit à l'humanisation. Nous avons alors vécu près de 10 ans sans jamais nous quitter, échangeant nos réflexions, échangeant nos livres, nous disputons, concevant ensemble l'avenir que notre jeunesse nous promettait d'embraser par notre feu commun, la parole poétique. Avec toute sa valeur opératoire, avec son double visage de nostalgie et de prophétie, salvatrice,
récupératrice de l'être, intensificatrice de vie. Plus de 6 décennies nous séparent aujourd'hui de ces moments d'enthousiasme fondateurs de nos œuvres respectives et de nos destins croisés. Mais, tu le sais autant que moi, notre foi en l'homme, d'où qu'il vienne, reste intacte, même s'il est douloureux de devoir, avec les mots de l'âge mûr, accepter l'autre visage de la nostalgie, celui que nous imposent les pesanteurs et les déconvenus à l'aune desquels il nous faut mesurer la folie de notre utopie nécessaire. Intacte aussi notre amitié, indélébile, têtue, malgré l'éloignement et l'absence, arrachant à la vie le mystère de notre don réciproque. Léopold, tu restes pour moi le frère fondamental, celui qui a apporté aux jeunes déracinés que j'étais quand tu m'as ouvert les bras au lycée Louis-le-Grand, en ce jour de septembre 1931, la clé de moi-même, l'Afrique, les Afriques, notre Afrique avec sa philosophie et son humanisme profond. Cette fin du siècle que nous avons cheminé ensemble y est grave, lourde et parfois triste. Mais ce n'est pas l'Afrique perdue. Refusons de le croire. Plus qu'hier encore, il est place pour tous au rendez-vous de la conquête, car l'universel à refondre questionne l'urgent dépassement des identités particulières. Que resterait-il à l'histoire si l'homme abdiquait à l'impasse et au renoncement? Contre la désespérance perdure notre foi d'antan et continue les combats d'aujourd'hui ancrés dans l'éternité de la terre nourricière. Alors, la solitude aura beau se lever d'entre les vieilles malédictions et prendre pied aux plages de la mémoire parmi les bancs de sable qui surnagent et la divagation déchiquetée des îles. Je n'aurai garde d'oublier la parole du Djali, Djali par la dune et les limes, convoyeur de la sève et de la tendresse verte, inventeur du peuple et de son bourgeon, son guetteur d'Alizé, maître de sa parole. Tu dis Djali, et Djali je redis, le diseur d'essentiel, le toujours à redire, et voilà comme au jour de jadis, l'honneur infatigable. Voilà la face au temps, un nouveau passage à découvrir, une nouvelle brèche à ouvrir, dans l'opaque, dans le noir, dans le dur. Césaire m'a reconnu comme un fils, mais à quel moment l'ai-je reconnu comme un père? Moi qui suis resté si longtemps ignorant de ses engagements, de ses luttes pour le peuple noir. Né en Martinique, la maison familiale où j'ai grandi faisait face à celle d'Aimé Césaire. Pourtant, j'ignorais totalement qui il était. Il avait depuis longtemps donné naissance au mouvement de la négritude, mais totalement aliéné, j'étais ignorant de tout ce qui touchait le monde noir, alors qu'il fascinait déjà le monde intellectuel, notamment grâce à son recueil « Cahiers d'un retour au pays natal », écrit en 1939 et dont voici un extrait. Au bout du petit matin, cette ville plate, étalée, et dans cette ville inerte, cette foule criarde s'est étonnamment passée à côté de son cri, comme cette ville à côté de son mouvement, de son sens, sans inquiétude, à côté de son vrai cri, le seul qu'on eût voulu l'entendre crier, parce qu'on le sent sien, lui seul, parce qu'on le sent habiter en elle, dans quelque refuge profond d'ombre et d'orgueil, dans cette ville inerte, cette foule à côté de son cri de faim, de misère, de révolte, de haine, cette foule si étrangement bavarde et muette. Malgré le renommé universel, je ne savais rien de Césaire ni de Senghor lorsque je vivais aux Antilles. Ce n'est qu'à Paris que j'ai enfin pu les découvrir. Après avoir quitté la Martinique pour travailler en France, je suis devenu rapidement jeune comédien prometteur. Et dans ce contexte,
je suis allé tourner une série pour la télévision française sur les rives de la mer Rouge à Djibouti. Et c'est là que ma vie a basculé. Le caméraman, un homme blanc, m'a violemment pris à partie sans raison apparente. Il m'a traité de petit bourgeois complètement aliéné, dénué de toute conscience de mon histoire. Ces mots ont résonné en moi comme un coup de poing. Oui, c'est cet homme blanc qui m'a confronté de manière brutale à la sauvagerie et à l'atrocité de la traite et de l'esclavage. Je vécus cette humiliation comme un véritable viol, une intrusion douloureuse dans ma conscience. Cette attaque verbale d'une brutalité inouïe m'a ébranlé profondément. De retour à Paris, après 5 mois de tournage sur la mer Rouge, j'étais désemparé, je ressentis comme un besoin urgent de connaître mon histoire, de savoir qui et quels nous sommes, pour paraphraser Césaire. À la librairie Présence africaine, leur livre était présent, et c'est ainsi que j'ai découvert Césaire, que j'ai découvert Senghor. Ils étaient les ancêtres spirituels que j'avais enfin retrouvés et qui m'ont inspiré pour la création du théâtre noir. Ils n'allaient plus jamais me quitter. En 1956, Aimé Césaire avait quitté la France et enseignait au lycée Schellcher en Martinique, dans un contexte marqué par des luttes de décolonisation en Afrique et dans les Caraïbes. Aimé Césaire publia « Et les chiens se taisaient », une œuvre mêlant poésie et théâtre qui explore les révoltes de l'homme noir. C'est une réflexion profonde sur la condition humaine et les difficultés de la lutte pour la liberté. Parce que j'avais tiré toute la nuit sur ma chaîne, parce que les mailles à force de japper s'étaient fixées dans ma chair, clignotante et noire. Les minutes autour de moi processionnent comme une bande de loups et flanquées comme un troupeau de coups de fouet. La colline est un grand seau d'eau qui ne finit pas de tomber dans la lumière des failles, des cils, des terres. Le ciel a demandé au frangipanier ses empreintes digitales, fin des mondes, des nombres. Bien entendu, on a menti, je n'étais pas là à l'adoration des mages. Je n'ai pour moi que ma parole puissance de feu, ma parole brisant la joue des tombes, des cendres et des lanternes, ma parole qu'aucune chimie ne saurait apprivoiser ni ceindre. Oh, leur puissance est bien acquise, ancrée, requis. Mes mains baignent dans les bruyères de clairin, dans les rizières de roucou, et j'ai ma calebasse d'étoiles grosses. Mais je suis faible. Oh, je suis faible. Mon ami. Trop tard, il est trop tard, mon ami, je ne suis pour personne. Si jamais tu m'as aimé, si jamais... Quand le vent d'obsidienne passe, pourquoi l'alourdir de mots violents? Le destin, je le dis, est le cheval qui s'emballe, mais peut-être un cri d'enfant, le cri de ton enfant. Né de mon sang le plus impétueux, du zénith de mon amour, tout plein de ma fougue en son plein, je le nourrirai d'un grand exemple. Ce n'est pas d'exemple, c'est de pain de veille qu'il faut le nourrir. Oui, de tendresse chaude, de présence tremblante. Et pour cela? Et pour cela, il faut vivre. Ah oui, de cette vie que vous tous m'offrez, merci. Et c'est cela qui vous tous vous perd. Et le pays se perd de vouloir à tout prix se justifier, d'accepter l'inacceptable. Dans notre vie de compromis, je veux bâtir, moi, le dacite coiffé de vent, le monument sans oiseau du refus. L'absolu, mon absolu à moi, c'est la vie. C'est le soleil, c'est toi, c'est moi, c'est notre enfant qui veut être et que tu sacrifies à des chimères. Des chimères? Parce que le soleil tarde. Doutes-tu qu'il se lève? Il se lève tous les jours. Le nôtre aussi, tous les jours, chaque jour, de proche en proche, vers un zénith, il monte, gagnant à travers des milliers de cœurs. Des mots, rien que des mots. Ce sont des mots que tu dis là. À vous, tu jures à te sculpter une belle mort. Mais je suis celle qui se met au travers du jeu et hurle. Femme, ne m'affaiblis pas de paroles querelleuses. C'est le grand jour aujourd'hui. Laisse-moi grand courage. Tu feins, mais au fond de toi-même, tu sais bien que les choses ne changeront pas. Est-ce que le sang sera moins hésitant? Est-ce que l'homme sera jamais plus proche que l'arbre du paysage? Évidemment, on peut se dire ça. Évidemment, il faut se dire ça. Et après? Avant, c'est un prétexte. Et il ne me convient pas que l'on se donne des prétextes
pour se dispenser de chercher. Assez! Je le vois bien. Tu n'as même pas la foi. Rien que ton orgueil. Et c'est à ce Dieu que tu sacrifies. De quelle lumière t'illumine-t-il? Ton Dieu n'est qu'un morceau d'idée que l'habitude a coincé dans ton cerveau têtu. Mon ami des jours difficiles, sois mon ami du dernier combat. Mon fils, eh bien, tu lui diras la grande lutte. 3 siècles de nuits amères conjurées contre nous. Dis-lui que je n'ai pas voulu que ce pays fût seulement une pâture pour l'œil, la grossière nourriture du spectacle. Je veux dire ce confus amas de collines coupées de langues d'eau. Oui, qu'il fût autre chose. Un hurlement de veuve, un gémissement d'orphelin. Dis-lui, comment dirais-je, femme, je ne sais quel gré ce peuple me saura, mais je sais qu'il lui fallait autre chose qu'un commencement, quelque chose comme une naissance, que de mon sang, oui, que de mon sang, je fonde ce peuple. Et toi? Que je te laisse mourir. Embrasse-moi, le monde est jeune. Oh, comme le monde est fragile. Donne-moi ta main, l'air comme un pince d'or et lèvres. Comme le monde est solennel. Embrasse-moi, le monde flou d'aigrettes, de palmes, de spisnards, de désirs, de canifis. Oh, comme le monde est mat de chevaux cabrés. Donne-moi ta main, embrasse-moi dans mes yeux. Les mondes se font et se défont. J'entends des musiques de monde. Femme, toujours en 1956, Aimé Césaire démissionne du Parti communiste français, dénonçant son eurocentrisme et son désintéressement des réalités coloniales. Élu depuis l'Assemblée nationale, il fit un tribun hors pair qui défendit sans relâche la cause des Antilles. Pour parler de Senghor, j'ai eu le privilège de le rencontrer dans son appartement à Paris en 1977. Et au bout de quelques minutes seulement, alors que nous n'étions jamais rencontrés, on se parlait comme de vieux amis. Quel que soit le problème que vous rencontrez, me dit-il, dans ce que vous accomplissez, m'a-t-il dit, surtout réclamez-vous de moi. Ce qui m'a beaucoup encouragé pour continuer avec le Théâtre Noir. Le Théâtre Noir, c'est un théâtre que j'ai créé pour donner une tribune d'expression commune aux Antillais, aux Africains, et par la suite, j'ai ouvert à d'autres ethnies, à d'autres minorités. Merci. Juste le truc avec ça. C'est bon? Okay. Merci encore une fois, ce dialogue théâtralisé entre Senghor et Césaire. On va tout faire au complet à Djilor. On est coincé vraiment par le temps et on est donc obligé de restreindre cela pour permettre au ministre de pouvoir se libérer tout à l'heure. Monsieur le ministre, M. Bozo prend la parole pour 2 minutes parce que lui aussi il va à Joal tout à l'heure et il est attendu. Que priorité soit donnée aux propos de Monsieur le ministre, car ceci m'aurait permis, parlant après lui, de donner un résultat quant à la pensée qu'il peut avoir pour la sauvegarde du patrimoine de l'histoire, du patrimoine du Sénégal et de l'universel que constitue l'œuvre et la vie de Léopold Senghor. Je serai très bref en reprenant simplement, et sans faire un panégyrique de ce que j'ai pu vivre, comprendre et savoir de Monsieur le Président Senghor, qui m'a reçu ici pour 3 jours, et auprès de qui, on l'a dit, je suis resté jusqu'au dernier jour de sa vie, passant le dernier week-end de sa vie dans sa maison, avec ma femme décédée maintenant, qui elle aussi avait charge de collecter, de rassembler, de découvrir, d'acquérir, de collectionner tout ce qui pouvait représenter, identifier, sacraliser l'univers Senghor, de son Afrique du moment, du Sénégal du moment et de toute la création
de ceux qui, comme vous, intellectuels du passé, du présent et vous de devenir, avez écrit, avez étudié sur Senghor et sur ce qui a été pris par tous ces créateurs qui ont voulu que ce message constitué par sa vie, par ses idées, par sa poésie, soit comme Césaire, un capital extraordinaire d'enseignement pour nos jeunesses. Je suis aujourd'hui sénégalais pour deux raisons. La première, c'est qu'un jour, au troisième jour de ma visite auprès de Monsieur le Président Senghor, il a appris que j'avais connu Monsieur Martin Luther King. Il le savait en me cachant qu'il venait de mourir et me disant, par la voix de son épouse et d'André Guillabert présent dans l'avion présidentiel, vous savez, ici, on ne parle pas de Martin Luther King. Ne comprenant pas pourquoi, le président me dit, vous n'avez pas commis d'erreur en parlant de lui, c'est simplement que nous portons le deuil et nous ne parlons pas de cet homme de foi qui incarne la souffrance des civilisations noires. Et il m'a demandé pourquoi ai-je parlé de Martin Luther King. Tout simplement parce que je l'avais rencontré. Par le fait de cet univers des rencontres que pratique Léopold Senghor, moi, jeune étudiant, par une chance importante d'un travail que j'avais à faire aux États-Unis, j'ai eu à côtoyer le président Kennedy qui m'a dit « Un jour, vous aurez à rencontrer Martin Luther King ». Il le fit quelques jours après cette rencontre et je trouvais ce roi de la paix, tel que l'appelle Léopold Senghor, allongé dans l'herbe pour se reposer. C'était le jour de la longue marche. Cette longue marche, pour arriver à son discours, I Have a Dream, nous la retrouvons dans la création de Léopold Senghor de l'élégie pour Martin Luther King, roi de la paix. Monsieur le ministre, j'ai eu vraiment l'honneur, mais surtout le sentiment d'accomplir une mission et un devoir lorsque j'ai eu la chance de pouvoir vous recevoir dans mon bureau que nous appelons le musée Senghor. Et vous avez trouvé, je vous ai montré, et ici elles s'y trouvent, les œuvres écrites par Léopold Senghor avec ses manuscrits sur ce sujet de la vie et de la mort de Martin Luther King. Vous avez aussi découvert les grandes peintures que le grand peintre Alfred Manessier, que nous avons reçu ici au Musée Dynamique grâce à ce programme de muséographie et de présentation des grands génies du XXe siècle à travers le monde en matière de peinture. Eh bien, Martin Luther King a travaillé pour Léopold Senghor, a créé des œuvres. Ces collections, ces témoignages se doivent de rentrer dans un musée Senghor, musée de l'universel. Tous, ne pensez pas que nous faisons gloire à Léopold Senghor pour telle ou telle idée qui nous sont personnelles ou rapprochement que nous avons eu avec lui. Ayons conscience que c'est à l'homme de l'universel qui est allé chercher les valeurs de chaque civilisation pour concevoir que celles-ci puissent demeurer l'une à côté de l'autre, voire se métisser et avancer ensemble pour forger un chemin, celui d'une civilisation de l'universel. Le Sénégal est père de Léopold Senghor, mais est aussi père, par ce fait, de la présentation au reste du monde de la qualité de ce que sont
les idées et créations qui font les civilisations africaines, qui font cet universel. Il était de mon devoir, ayant compris ce que le président Senghor voulait faire comme message à la vie et au futur, il était de mon devoir de conserver par devers moi, de collecter, d'acheter, de collectionner tout ce qui était le témoignage de ce chemin, tout ce qui est le témoignage de cette beauté de civilisation et de ces créations qui ont été faites et par Léopold Senghor et par ceux qui ont côtoyé sa vie, comme notamment les grands créateurs d'œuvres de beauté, et je vais ici citer d'une façon fort à propos ce que la beauté, ce que la réflexion de l'universel amène les hommes à se retrouver. Alors, je vais vous faire une surprise. Je vais vous montrer simplement ici quelques œuvres qui devraient pouvoir, s'il existe un musée d'État, un lieu de conservation nationale qui puisse conserver des œuvres d'art et des manuscrits, s'il existait un jour, eh bien, les œuvres qui vous sont ici présentées pourraient trouver leur place en symbole, en mémoire, en éducation de tout ce que je vous ai précédemment expliqué. Alors, tout à l'heure, quelqu'un a cité M. Cheikh Anta Diop. Gloire à lui, à cette puissance créatrice commune à celle de Léopold Senghor, qu'ils ont partagée au profit du peuple sénégalais, d'une civilisation africaine, qui démontre au peuple du monde le bon moment, le moment permanent, l'étang de toujours de la présence et de la beauté des civilisations noires. Alors, voici ici une sculpture de 2500 ans avant Jésus-Christ, de 3600 ans à l'arrivée du prophète. Elle est universelle. Elle appartient à une religion, celle chantée par deux hommes, Cheikh Anta Diop et Léopold Senghor. Cheikh Anta Diop maîtrise la technique du carbone 14. Il est le scientifique qui aura dans sa vie le plaisir de découvrir l'âge, grâce au carbone 14, de cette sculpture. Léopold Senghor aura, lui, la tâche de découvrir quelle est l'icône qui devra symboliser le musée des civilisations noires qu'il veut créer. 4 ans de recherche et cette sculpture est découverte. Dans les grandes œuvres accomplies par Léopold Senghor, les grands actes de moment, nous avons le musée des civilisations, nous avons d'abord le Festival des Arts Nègres de 66, nous avons ensuite, bien sûr, la création de la République du Sénégal, mais nous avons aussi la création du musée des civilisations noires, et nous avons aussi, et voilà pourquoi votre colloque tombe à point de pouvoir célébrer ces grands actes, c'est la présentation de Léopold Senghor après une lutte que j'ai partagée, qui nous a coûté 10 ans d'efforts inlassables pour pouvoir entrer dans les temples qui nous sont fermés. Je m'excuse et je n'ai pas à m'excuser. Je suis sénégalais et je parle comme vous. Ces temples qui nous étaient interdits, de ces grands musées, de ces grands lieux où figuraient uniquement les grands des nouveaux mondes, eh bien nous y sommes rentrés et c'est le 50e anniversaire cette année de cet grand acte que Senghor a réussi à créer.
la présentation de l'art contemporain vivant sénégalais. Depuis, toutes les puissances créatrices dans les sociétés artistiques et intellectuelles des États africains se sont enrichis de ce mouvement, et maintenant l'art contemporain sénégalais et des autres pays arrive au sommet de la notoriété. Ici, pour vous montrer comment nous fêtons aussi, et je remets cet ouvrage au président de notre colloque, mais aussi à Monsieur le ministre, pour la dernière œuvre de Léopold Senghor, moins connue, car plus discrète, car elle est universelle, elle est signée aussi de l'ONU. Léopold Senghor a voulu essayer de découvrir et de démontrer des bases, des colonnes d'un temple de civilisation universelle, ceci se rattachant aux valeurs de chacune des grandes sociétés du monde. Et ces valeurs touchent à la recherche de la liberté, à la défense des droits et à accomplir ce chemin des œuvres de beauté que nous avons tous le devoir de donner à nos vies. Léopold Senghor, avec René Cassin, prix Nobel de la paix, avec Kofi Annan, avec d'autres secrétaires généraux de l'ONU, a choisi la Déclaration universelle des droits de l'homme et a convoqué 98 artistes du monde entier, dont tous nos amis sénégalais, ivoiriens et autres, qui sont à l'intérieur de ce livre. Comment? Pour venir illustrer, accompagner, soutenir la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour que celle-ci, avec cet ouvrage, puisse être enseignée dans les lycées, dans les collèges. Voilà, Monsieur le ministre, ce que vous aurez dans le patrimoine, que vous avez déjà commencé à bien récupérer et à enrichir le patrimoine, c'est-à-dire les bibliothèques, la bibliothèque, car il y en a 4, la bibliothèque Senghor que vous avez pu avoir en France. Et messieurs, ici, voilà des œuvres d'art. Ici, c'est le portrait de la reine de Saba, Balkis, de la célèbre élégie de Léopold Senghor. Et cette œuvre de gravure sur linoléum original signé pourra figurer dans un musée tel que je vous l'ai cité. Et ici, voilà pour vous, et c'est la première fois que ceci se fait au Sénégal. Mais il y a une conjoncture particulière. Votre colloque, la préparation qui n'a que quelques heures devant elle et qui va arriver demain, la préparation d'un musée Senghor à Joal. Il y a ici un représentant de la municipalité de Joal. Demain, nous aurons l'immense honneur et plaisir de faire en sorte que un musée s'installe et sauvegarde ce grand patrimoine dans lequel j'ai accordé toutes mes donations qui puissent remplir. Voilà, c'est une œuvre de Picasso. Voilà. Monsieur le ministre, je voudrais simplement que l'on puisse comprendre, malgré toutes les intimités, les partages de vie que l'on peut avoir avec Léopold Senghor, j'ai même partagé des moments d'attentat. J'ai vu de mes yeux et de mon corps, ressenti la possibilité de l'assassinat avec un homme au couteau venant dire que Senghor doit disparaître. J'ai vu aussi un Senghor comme tout le monde, malade. Je suis resté auprès de lui, à son chevet quelque temps. J'ai vu beaucoup de moments où j'ai connu son âme. Ce qu'il faut, Monsieur le Président, c'est que vous sachiez que nous avons devoir à défendre deux causes. C'est le patrimoine intellectuel, politique, historique de cet homme, le patrimoine universel qu'il a pu donner et qui devra faire son chemin
pour aider les autres générations et particulièrement celle qui est ici. Et de savoir d'autre part qu'il faut continuer cela. C'est un devoir, c'est une mission qu'il nous donne. C'est celle que j'ai prise auprès de lui et que je tenais à accomplir devant vous aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. On est vraiment désolé, Monsieur le ministre, mais c'est des choses aussi qu'il fallait qu'on dise devant vous, mais pour que aussi vous puissiez les transmettre à qui de droit. Et c'est dommage qu'on ait pris beaucoup de votre temps. Je demande aux uns et aux autres d'être très indulgents. Cette scène va être reproduite à Djilor et c'est lui-même qui va la présider avec nos amis de Sorano. La relecture de tout à l'heure va être refaite à Djilor. Le ballet traditionnel créé aussi, national, créé à l'époque par Senghor, va être à Djilor et va se reproduire. Donc, ce que je vous demande, il y avait des gens qui devaient témoigner ici. J'ai vu que Diadji Touré est parti, qui était journaliste à la télévision, qui a fait aussi un documentaire intéressant sur Senghor et qui l'a interviewé. Donc, c'est dommage, mais on va donner la parole au ministre pour qu'il dise un petit mot et ensuite on le libère. Et ensuite, M. Ndiaye prend la présidence du professeur Ndiaye pour que les conférenciers, M. Sen et M. Diouf, viennent avec la prise de parole aussi du représentant du maire de Joal. Merci, M. le ministre. Monsieur le représentant de la Martinique, cher Bozio, il m'a reçu royalement dans son appartement à Paris, son appartement musée. Et j'ai gardé un excellent souvenir de de l'or qu'il garde en lui supporte vers lui dans cet appartement. Des toiles précieuses qu'on ne peut voir nulle part. Merci, Monsieur Bozio, pour le travail que vous faites pour la reconstitution de la mémoire et du patrimoine de Senghor. Chers collègues, chers étudiants, c'est un plaisir, doyen Diouf, d'accord, président du conseil d'organisation, Madame la recteur, son représentant est déjà parti. Mesdames, Messieurs, les parents et familles du président Senghor, Monsieur le représentant de la délégation de Martinique, Césaire, Monsieur le maire, il n'est pas là, je pense que son représentant est là, le maire de Fimela. Je pense également le maire, le représentant du maire de Joal est là. Distingués invités, il y a exactement 23 ans que Sédar Nielane Korsanou tirait sa révérence. Avec vous, je voudrais rendre encore un hommage mérité à ce digne fils de Hirena qui a conduit son peuple par les bois, les tannes, les bolons. Diokandial Korsiga. En décidant de célébrer Césaire et Léopold Sédar Senghor à travers la 2e édition du Festival des cultures noires et diasporas africaines, ici même, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le comité d'organisation entend commémorer ce coup de foudre amical, selon le mot de Césaire, en rappelant le début de son histoire, ou de leur histoire. Vous n'avez pas perdu de vue que c'est dans un environnement académique, en l'occurrence le lycée Louis-le-Grand, que naquit cette amitié un jour de septembre 1931. Le jeune Martiniquais sortait de son bureau du proviseur lorsqu'il vit venir en lui un bonhomme, noir aux lunettes cerclées, d'écailles, souriant et qui lui tendit la main. D'où viens-tu? De la Martinique. Et toi?
du Sénégal. La discussion fut brève, certes, mais avare en parole. Mais l'essentiel était fait. Une amitié était nouée, indélébile, têtue. Elle résistera intacte à l'éloignement et à l'absence, et même à la mort. Basse-Pointe et Djilor Djidiack venaient alors de se rencontrer. Et par-delà, deux communautés vivaient venaient de se retrouver. Un pont sur l'Atlantique venait d'être construit, reliant l'Afrique et sa diaspora antillaise. C'est donc ce pont transatlantique que vous êtes venu entretenir et cette fraternité d'âme que vous voulez proclamer juste dans les cases du royaume d'Enfance. Si on avait besoin d'une preuve de la complicité de Senghor et de Césaire, je dirais qu'il n'est que de questionner la négritude. Et d'abord, la lettre. Car comme vous le savez, Césaire et Senghor ont délibérément entretenu le flou à propos de la paternité de ce mot. Senghor le dit souvent. Je ne suis pas l'inventeur du mot négritude. Rendez à Césaire donc ce qui appartient, ce qui est à Césaire. Et celui-ci de rétorquer, non, ce n'est pas entièrement vrai, nous l'avons inventé ensemble. Le poète haïtien Gérard Bissent leur en tiendra grief en disant ce mot. Vous vous en êtes toujours renvoyé la paternité comme deux gamins qui seront couchés avec la même. Pour ce qui est de son acception, même si elle varie selon les expériences du lieu d'énonciation, de toute évidence, et Césaire, et Senghor, et Damas, et Alioune Diop disent strictement la même chose. Laver le mot nègre pour en faire un symbole, un mot de ralliement. On le dit dans la voix nègre des nègres. D'une part, et d'autre part, effacer les stéréotypes et le prisme déformant à travers lesquels l'homme noir était appréhendé par l'homme blanc, c'est-à-dire faire le deuil d'un passé avilissant et devenir des acteurs lucides de leur présent. En clair, combattre la chosification de l'autre, du nègre, la substitution à l'autre de la caricature de l'autre, une caricature à laquelle on donne valeur d'absolu. Que l'on ne se méprenne pas. La négritude n'est ni racisme, ni repli identitaire, ni ghettoisation noire. Et dilatation de soi, qui aboutit au dialogue dans l'égale dignité de toutes les cultures pour un épanouissement dans l'universel. En affirmant son identité d'homme non blanc, le noir atlantique, tel que le dit Gilles Roy, contribue à l'édification d'un véritable humanisme, de l'humanisme universel, car enfin, il n'y a pas d'humanisme s'il n'est pas universel, et il n'y a pas d'humanisme sans dialogue, et il ne peut y avoir de dialogue entre un homme et une caricature. Telle est la conviction qu'à l'octobre de sa vie, Césaire laissait à son ami Senghor. Il disait, plus qu'hier encore, il y a place pour tous au rendez-vous de la conquête, car l'universel à refondre questionne l'urgent dépassement des identités particulières. Et le thème de ce festival, ainsi formulé, prolonge ce vœu. J'allais dire, ce viatique dans ce monde où l'uniformisation culturelle menace la pluralité. En ouvrant ce festival à Dakar, vous lui faites incontestablement une place parmi les grands événements culturels du monde noir,
à l'image du premier festival mondial des arts nègres de 1966, dont Césaire fut le vice-président. Cette grande messe, qui était le parachèvement des congrès des écrivains et artistes noirs, tenu à Paris en 1956 et à Rome en 1959, avait vocation d'illustrer et de défendre une esthétique à travers une série de réalisations culturelles et artistiques qui reconnecteraient la diaspora africaine à l'Afrique. Ce bandung artistique de la négritude, comme le disait Langelier, fit tout en grand. 3 semaines, à peu près 10 000 visiteurs représentant 37 nationalités, des centaines d'artistes, poètes, musiciens et peintres. Agorés, 200 artistes et figurants jouent sur la plage, un opéra populaire, son et lumière sur l'esclavage. Au musée dynamique de Dakar, 600 œuvres majeures empruntées à 50 grands musées du monde furent exposées dans l'optique de faire dialoguer l'art traditionnel et l'art contemporain, de faire ressortir les filiations, de s'ouvrir aux artistes occidentaux qui se sont inspirés de l'art nègre, Picasso, Soulange, etc. Refus de toute subalternisation culturelle ne pouvait être mieux exprimé. Comment ne pas mentionner alors la représentation au Théâtre national d'Agnès Sorano de la tragédie du roi Christophe avec les talentueux comédiens Douta Seck et Bachir Touré. Je salue au passage Yacine et son ami avec leur excellente déclamation. Césaire pouvait alors conclure: on peut dire que tout ce que nous avons dit ensemble, cherché ensemble, s'est retrouvé couronné avec le festival. Une dizaine d'années plus tard, en février 1976, malgré les contraintes diplomatiques, c'est au tour du président Senghor de se rendre en Martinique. Les amis du fiévreux quartier latin, les ambassadeurs de la race, de la négritude au Palais Bourbon, qui avaient mené leur peuple, qui à l'indépendance, qui à l'autodétermination, retrouvaient l'enthousiasme des moments fondateurs d'un destin croisé de poètes et de politiques. En 2007, à l'occasion des 94 ans de Césaire, une forte délégation sénégalaise composée d'une 50aine d'officiels, d'universitaires et d'artistes va rendre hommage à l'ami du premier président. Je n'oublie pas non plus les nombreux séjours de Césaire en terre sénégalaise. Je voudrais juste retenir sa visite en Casamance, à l'occasion d'une grande fête est donnée à son honneur par la famille royale. Il y avait là, il dit, il y avait là tous les gens distingués de la région et soudain j'ai vu arriver une dame, petite, ronde, qui avait l'air d'être gentille et très intelligente. J'ai failli me précipiter sur la scène tellement elle ressemblait à ma grand-mère. Sa sœur Denise, alors magistrate à Dakar, fera la même remarque quand elle voit une Diola de Casamance entrer dans son bureau. Si je rappelle ces visites officielles, c'est pour souligner et insister sur la fidélité et l'amitié que la République du Sénégal porte à l'endroit de Césaire, de la Martinique et de toute la diaspora afro-caribéenne. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un festival réussi, parce que fraternel, de la fraternité d'âme qu'il y a Senghor et Césaire. Je vous remercie. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci.